Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission. Nous l'invoquions précédemment dans nos émissions que les personnalités modèles vont accompagner les champions cette année sur cette édition-là. Il s'agit de personnes qui ont eu un parcours scolaire brillant, qui ont marqué et continuent à marquer la vie politique, socio-culturelle, économique et que sais-je encore de notre pays. Au nom de ces personnes, nous avons honneur aujourd'hui d'accueillir une tête rarissime, plusieurs fois ministre, 2 fois Premier ministre, ancien secrétaire général de l'OUA, membre de plusieurs sociétés savantes, président de Pax Africana. Nous avons l'honneur d'accueillir son Excellence, M. Edem Kojo. Soyez les bienvenus. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bien, très bien, merci. D'accord. Oui, vous êtes en fait scientifique de formation, mais vous êtes nommé modèle des champions, une compétition littéraire. Qu'est-ce que cela a suscité en vous comme réaction, dès que vous avez été informé? Moi, je ne suis pas scientifique de formation. Les sciences économiques ne sont pas des sciences pures, ce ne sont pas des sciences dures. Les sciences économiques sont des sciences qui ont parfois des lois, par exemple les lois du marché. Mais en réalité, j'ai observé que dans les sciences économiques, les réactions psychologiques des hommes comptent davantage que les lois mathématiques. Ce qui se passe sur le marché financier, les bourses, ça ne répond pas du tout à des lois mathématiques, ça répond à des anticipations, à ce que les gens croient. Je crois que telle entreprise va très bien aller, je crois qu'on va se casser la figure si on prend telle ou telle action. C'est ça qui détermine le cours des valeurs en bourse et non pas les lois scientifiques et mathématiques. Je sais que les économistes sont très fiers de voir qu'il peut avoir des mathématiques dans leur cursus et tout ça. On fait de l'économétrie, les statistiques, mais en réalité le fondement même de l'économie n'est pas si mathématique que ça. Et moi je suis littéraire d'ailleurs, je dois insister là-dessus. Je suis littéraire qui et plus de français. Voilà. Et donc j'ai fait les sciences économiques parce que je pouvais me débrouiller un peu dans toutes les autres matières. Et c'est tout. Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez été appelé, on dit, Son Excellence, vous êtes modèle des champions? C'était quoi votre état d'âme? C'était sympathique, j'ai trouvé ça sympathique. J'avais été, Afrique News m'avait déjà couronné père modèle il y a quelques mois. Et maintenant, je vois que c'est les champions qui le font. Décidément, il doit y avoir un peu de vrai dans tout ça. Voilà. Mais ceci dit, j'estime que c'est une excellente initiative, cette initiative des champions, parce que ça prend en compte un aspect qui, de nos jours, est un peu abandonné, c'est-à-dire savoir écrire et savoir écrire sans faire de faute. Voilà. Vous anticipez même sur la question à venir, en quoi est-ce que vous trouvez le projet Les Champions pertinent en fait, son Excellence? C'est pertinent parce que je viens de vous dire, parce qu'aujourd'hui, avec les méthodes, disons, d'avant-garde que nous connaissons, nous faisons tous des SMS. Il y a presque un vocabulaire à apprendre pour faire les SMS. Rassurez-vous, moi je fais les SMS en clair, en faisant attention aux fautes de français, aux fautes d'orthographe, qu'il n'y en ait pas. Mais avec tout ça, je crois que c'est vrai que l'orthographe en prend un sacré coup. Et j'estime qu'il est bon de remettre les choses à leur place. De faire en sorte que les gens, lorsque vous recevez une lettre, que vous ne voyez pas 10 fautes d'orthographe en 10 lignes. Ça ne fait pas porter un jugement agréable sur la personne qui vous envoie cette lettre. Voilà. Ouais. Comme on traite la personnalité, on voit la personnalité derrière l'écrit. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, dites-moi, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur le système éducatif togolais? Mais notre système éducatif doit évoluer comme les autres systèmes éducatifs. Vous savez, j'ai constaté qu'en France, c'est le pays au monde où il y a des réformes de l'enseignement presque à chaque remaniement ministériel. Et chaque nouveau ministre a presque un nouveau programme d'éducation. C'est parce que c'est un domaine où on ne peut pas avoir la prétention d'avoir fait le tour de la question une fois pour toutes. Et il faut s'adapter, le monde change, l'économie change, toute la structure de la pensée même parfois change, et il est nécessaire
de faire en sorte qu'on s'adapte constamment. Et notre éducation a un problème. C'est qu'il est peut-être excellent, mais il ne débouche pas souvent sur l'emploi. Je crois que c'est le gros problème de l'éducation à la togolaise. Et ce n'est pas que pour Togo seulement que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui explique ce problème? Mais c'est parce que nos économies n'ont pas quand même le développement que l'on croit. Le secteur productif dans nos pays est encore assez maigre, notamment lorsqu'on aborde le secteur du commerce, de l'industrie et même un peu des services. C'est encore un peu faible et n'absorbe pas suffisamment les nouveaux scolarisés, ceux qui sortent des écoles avec des diplômes. Et ces diplômes aussi, parfois, ne sont pas totalement adaptés aux situations d'emploi qui peuvent se présenter. C'est ces deux facteurs qui font que nous avons le sentiment de tourner en rond, de former des gens parfois de manière extrêmement solide, mais des gens qui finalement n'ont pas accès à l'emploi. Oui, si on doit faire un peu un devoir de mémoire, vous avez un long parcours. Est-ce qu'il y a régression ou progression au niveau du système éducatif aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le dire? Je crois qu'on a tendance aussi à magnifier un peu le passé. C'est vrai que le passé a été fondé sur des bases souvent très solides, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a régression? Disons que nous avons aussi le problème du nombre de gens que nous devons former. C'était pas la même chose. Quand nous étions au certificat d'études, on était à 42 dans la classe. Aujourd'hui, ils sont peut-être 150 dans la classe pour passer le certificat d'études. Je dis au passage que mon maître qui était vraiment excellent a eu 42 sur 40, sur 42. 42 sur 42, il a présenté 40. Il ne voulait pas présenter deux supposés des cancres absolus. Et ces deux cancres absolus se sont présentés en candidat libre. Ils ont été également reçus. Ça veut dire la valeur de la formation qu'on nous donnait, parce que nous étions d'abord pas très nombreux. Aujourd'hui, les classes sont surchargées, les maîtres sont harassés. C'est pas si simple. Il y a ce facteur de l'accroissement démographique. La population croît sur une progression de 2,8 par an. C'est énorme. Dans certains pays africains même, ça avoisine 3,5-4. Donc avec cette progression, cette croissance démographique, nous avons tous les ans sur le marché de la scolarisation beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons qui doivent également trouver place dans l'enseignement. Donc il y a des facteurs qui font qu'on a l'impression qu'il y a une régression. Mais moi, je ne veux pas entrer dans cette logique-là, parce que les maîtres d'aujourd'hui ne sont peut-être pas plus mauvais que les maîtres d'hier. Ils ne sont peut-être pas meilleurs non plus. Mais je crois qu'il y a un facteur de massification de l'enseignement. La massification de l'enseignement fait que les choses sont devenues extrêmement difficiles. Peut-on également évoquer le déphasage entre la formation et le profil terminal? Il y a ce déphasage-là constant, puisque notre enseignement est du type classique. Nous avons aussi des secteurs où l'enseignement professionnel est exercé, mais l'ensemble, c'est l'enseignement de type classique. Quand vous en sortez, vous n'êtes pas a priori capable de tenir un emploi tout de suite. Vous pouvez tenir aussi un emploi tout de suite. Et encore qu'on ne peut pas. Il y a des gens qui, à la sortie dès le bac, peuvent tenir un emploi tout de suite, s'adapter rapidement et produire de bons résultats. Mais ça, c'est une extrême minorité. Il faut donc une adéquation formation-emploi qui n'existe pas encore. Et que répondez-vous alors à ces personnes qui pensent qu'aujourd'hui, il leur est la promotion des sciences plutôt que la promotion des langues? Ça, c'est un mythe. Je suis désolé de le dire aussi crûment, c'est un mythe. Le développement des sciences est une excellente chose. Et nous devons avoir autant de scientifiques que possible. Mais la culture de l'homme est également essentielle. Ce n'est pas des robots que nous voulons fabriquer, mais c'est des êtres humains qui doivent réagir devant les situations avec beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse. Et il n'est pas dit que c'est seulement les scientifiques qui ont ces valeurs. Il est nécessaire d'avoir des ingénieurs
d'avoir des chercheurs de haut niveau. Mais faisons aussi une petite place pour les littéraires, les philosophes, ceux qui travaillent de leur plume et tout cela. Moi, je ne veux pas faire ce distinguo. Je sais tout simplement que c'est selon les besoins de la société qu'il faut former les gens. Il ne faut pas décréter a priori que les sciences sont supérieures aux lettres. Ce n'est pas exact. Vous pouvez mettre un scientifique et un littéraire face à face, vous mettez un débat sur la table, et vous verrez bien. Donc voilà à peu près. Selon les promoteurs du champion, les personnalités modèles sont des personnalités qui ont connu un parcours scolaire brillant, qui suscitent toujours des réactions, qui sont sollicitées pour les grandes réunions, les grandes conférences, même sur le plan international, et vous méritez d'être cité en exemple. Est-ce que vous confirmez les faits? Oui, d'abord, ça me gêne toujours de parler de soi. Parler de moi-même, je n'aime pas trop. Mais, bon, supposons, disons que le parcours que j'ai eu était un parcours assez bon dans l'ensemble. J'étais plus jeune que la plupart des gens qui étaient dans la classe. J'étais toujours le plus jeune de la classe jusqu'au bac. Je dirais que ça s'est très bien passé pour moi à l'école primaire. Ça s'est passé assez convenablement dans le premier cycle du secondaire, et ça s'est plutôt très bien passé dans le deuxième cycle du secondaire, et à l'université c'était quand même assez bien, sinon très bien. Donc c'est ça qui fait qu'on nous entoure un peu de mythes. Je trouve qu'il y a un peu de mythes dans tout ça. J'essaie de démythifier de temps en temps toute cette histoire. J'ai des camarades que je connais aujourd'hui qui ont été plus brillants que moi. Ils n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir eu la même carrière que moi, c'est tout. On a fait de notre mieux, disons. S'il faut parler de chance aussi pour la réussite dans la vie. Oui, vous avez besoin d'avoir de la chance pour la réussite de la vie. Je pense qu'il y a une part de chance dans tout ça. Sinon, il y a des têtes aussi pleines, bien faites, mais qui n'ont pas eu aussi la chance. Oui, ça je le confirme. Il y a des têtes aussi bien faites et aussi bien pleines que la mienne qui n'ont pas eu la chance d'avoir la carrière que j'ai eue. Voilà. Oui, dites-moi à présent, en quoi votre formation d'ENAC et votre expérience professionnelle à la tête de l'ERTEF ont-elles forgé et marqué votre carrière professionnelle? D'abord, la formation d'ENAC, elle, je la magnifie, contrairement à ceux qui peuvent dire le contraire. Moi, je la magnifie parce que c'est une formation extrêmement sévère et extrêmement solide, qui vous prédispose au service de l'État. C'est pour cela que je n'ai jamais été complètement attiré par le secteur privé. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. À la sortie de l'école, j'ai eu des propositions dans le secteur bancaire, le secteur pétrolier, et j'aurais pu faire un bon bourgeois capitaliste arrivé, jouant en bourse, etc. Mais je n'ai jamais voulu de cela. J'ai voulu servir toujours l'État en tant que tel, et ça, c'est la formation de l'ENA qui donne ça déjà. Ensuite, c'est une formation qui vous ouvre l'esprit parce que vous devez savoir à peu près tout ce qui fonctionne dans le monde et comment tout cela fonctionne. Et il n'y a pas de déception que vous interrogez sur tout et vous devez être en mesure de donner une réponse intelligente sur tout. Ensuite, on vous apprend à rédiger et à faire des rapports, à aller droit dans le vif du sujet. Ce n'est pas les fioritures et les figures, disons, les figures littéraires qui importent, la capacité à exprimer chaque fois l'essentiel de la chose, à aller profondément à l'essence de la chose. C'est pour ça qu'on nous exerçait à faire des exposés de 1 quart d'heure, 15 minutes, pas plus. À 16e minute, on vous arrête. Pourquoi? Parce que le jour où vous êtes devant un chef, il n'a pas le temps de vous écouter 1 heure. Et vous avez la possibilité de le convaincre
en 15 minutes. Voilà. Si vous arrivez à faire cela, vous savez que vous avez marqué un point. Et cela, nous avons été plongés et formés dans cette ambiance et dans cette direction. C'est pour ça que moi j'estime que c'est une des meilleures formations qu'on puisse trouver au monde. Et, on voit d'ailleurs dans la classe politique française depuis la création de l'ENA en 1945, on voit dans la classe politique française au niveau le plus élevé beaucoup d'anciens de l'école nationale d'administration. Donc ça m'a fortement aidé. Le passage à l'ORTF, ça a été une contingence qui m'a donné, disons, la possibilité de mettre en pratique ce que je savais. Et ce qui fait que dès que je suis arrivé ici, j'avais déjà non seulement la connaissance théorique, mais aussi une certaine pratique déjà du secteur financier. Les gens ont oublié aujourd'hui que je suis fondamentalement quelqu'un du ministère des Finances. Tout le monde ne voit que le diplomate, mais en réalité, c'est également l'une des caractéristiques de l'ENA de Paris. Vous devez être en mesure de vous adapter partout où on vous envoie. Donc tout le monde a oublié que j'étais un financier, un économiste, et tout le monde pense que je suis un diplomate de carrière. En fait, à la limite, je me suis devenu un peu. Vous demeurez toujours une personnalité de référence et on a reçu quelques témoignages sur vous que nous avons sur dans cet élément. Après le bac au collège Saint-Joe de Lomé, qu'il obtint avec la mention assez bien, il fait ses études supérieures à la faculté de droit et de sciences économiques à l'université de Rennes en France, où il est consacré meilleur étudiant de la faculté en 1961. Il entre ensuite à l'École nationale d'administration de Paris, promotion Blaise Pascal, de 1962 à 1964. En 1964, il occupe son premier poste en tant qu'administrateur de l'Office de radiodiffusion et télévision française, l'ORTF. Ça, c'est en France. Il rentre en Afrique en 1967 et est nommé secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Et il devient directeur de la Société nationale d'investissement, la SNI, puis ministre des Finances et de l'économie et ensuite ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Dans la même période, il occupe les fonctions d'administrateur à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, et de président du conseil d'administration de la même banque. À ce titre, appose sa signature sur les billets ayant cours dans les 7 pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Il est nommé gouverneur de la Banque africaine de développement BAD et président de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. M. Kodjo est à la même époque gouverneur suppléant puis gouverneur du Fonds monétaire international de 67 à 76. Nommé ministre des Affaires étrangères, il préside le Conseil des ministres de l'OUA et le comité des 10 à la même organisation pour la libération des pays encore colonisés et pays dits de la ligne de front. Il fut le rapporteur général de la première conférence des chefs d'État arabo-africains, conférence dont il fut le président du Conseil des ministres. Il est élu secrétaire général de l'OUA en 1978 jusqu'en 1983. Après ses responsabilités continentales, il devient professeur associé d'économie de développement et des études africaines à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, pendant un peu moins de 10 ans. Membre de plusieurs sociétés savantes, il est le président fondateur de l'Institut panafricain de relations internationales IPRI, qui publie la revue Quelle Afrique en l'an 2000, puis président de la revue Géopolitique africaine. Membre du Club de Rome de 1980 à 1990, il dirigea de nombreuses études sur les relations internationales, l'économie et le développement. En tant que messager de la paix, il a été nommé en 2009 envoyé spécial de l'Organisation internationale de la francophonie OIF sur la crise à Madagascar par son secrétaire général, l'ancien président du Sénégal, M. Abdou Diouf.
À Addis Abeba en juillet 2010, il est fait membre du Conseil consultatif pour la paix de l'Union africaine. Il a été le chef de la mission d'observation de l'Union africaine pour l'observation de l'élection présidentielle en Guinée en juin 2010, puis les élections législatives dans ce même pays. Il conduisit au nom de l'OIF une mission d'observation des élections législatives au Burkina Faso en décembre 2012. Il dirigea en qualité de chef de mission une équipe de l'Union africaine pour la supervision des élections sénatoriales au Cameroun en avril 2013. Il a été au nom de l'Union africaine à la tête de la mission d'observation de l'élection présidentielle d'après la crise au Mali en juillet 2013, puis les élections législatives dans ce même pays en décembre 2013. Il conduisit avec l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence, M. Olusegun Obasanjo, une mission de paix au Sénégal avant et pendant l'élection présidentielle de février 2012 qui fut organisée sans encombre. Il est nommé le 25 mars 2011 ambassadeur itinérant à vie de la CEDEAO par le sommet des chefs d'État à Abuja, avec la possibilité d'assister à tous les sommets et de prendre parole pendant les sommets des chefs d'État de la CEDEAO dont il est reconnu fondateur. Sur décision du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Malabo en Guinée équatoriale, il devient membre du Conseil des sages de l'Union africaine en juillet 2014. Il est nommé le 2 novembre 2014 par Madame Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, envoyé spécial de l'Union africaine pour coordonner les efforts conjoints de l'UIA, de la CEDEAO, des Nations Unies et d'autres acteurs internationaux concernés pour la résolution de la crise sociopolitique au Burkina Faso après la démission du président Blaise Compaoré. L'Union africaine le désigne le 10 mai 2015 comme médiateur dans la crise politique qui secoue le Burundi. Comme homme politique, nous pouvons dire que rentré au Togo, il participe activement au mouvement de revendication de l'état de droit et de démocratie, puis crée l'un des premiers partis politiques de l'opposition, l'Union togolaise pour la démocratie, l'UTD, le 6 avril 1991. Lui qui fut le premier secrétaire général du Rassemblement du peuple togolais, parti avec lequel il a rompu en 1978. Il est 2 fois Premier ministre du Togo, la première fois en 1994 et la deuxième fois en 2005. Au plan intérieur, il fut le président du collectif démocratique de l'opposition togolaise Côte 2. Il est élu député du 4e arrondissement de Lomé à l'Assemblée nationale togolaise aux élections législatives de 1994, la toute première élection multipartite. Il était le président de la CPP, Convergence patriotique panafricaine. Suite à la fusion de 4 partis politiques, il s'est aujourd'hui retiré de la vie politique active. Il a créé en 2011 la fondation Pax Africana qui a le double objectif de travailler à réduire les conflits sur le continent et proposer des solutions pour un développement intégral et authentique de l'Afrique. Sous sa casquette d'écrivain, nous pouvons dire qu'Edem Kodjo a publié Et demain l'Afrique, Paris Stock 1985, Grand Prix littéraire de l'Afrique noire hors concours, L'Occident du déclin au défi, Paris Stock 1988, Africa Today, Ghana University Press Accra 1989. Au commencement était Le Glaive, son premier roman, édition de la Table Ronde Paris 2004. Les Pères de l'Église, édition Saint-Augustin Lomé 2008. Lettres ouvertes à l'Afrique cinquantenaire, Gallimard 2010. Panafricanisme et Renaissance africaine, édition Graines de pensée, Lomé 2013, édition en français et en anglais. Edem Kodjo a participé à 2 ouvrages collectifs de renom, Histoire générale de l'Afrique, édité par l'UNESCO, tome 8, L'Afrique depuis 1935, chapitre 25, Panafricanisme et libération.
la Charte des Nations Unies, commentaire article par article, sous la direction de Jean-Pierre Cotte et Alain Pellet, édition Economica, et il est l'auteur de nombreuses préfaces à des ouvrages juridiques, économiques et littéraires. M. Kodjo a reçu beaucoup de distinctions honorifiques. Entre autres, il est docteur honoris causa de l'Université de Bordeaux 1, médaillé de bronze de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. Il est grand officier de l'Ordre du Monon, ça c'est le Togo, et commandeur de la Légion d'honneur France. Il est titulaire d'une vingtaine de distinctions étrangères, dont plusieurs grands croix. Il est officier des arts et des lettres France. Il est fait chevalier des palmes académiques France depuis 2 juillet 2014. Edem Kodjo, c'est un intellectuel africain, un homme assez complet, qui aborde tous les sujets avec cette facilité. Je ne sais pas, pour la petite anecdote, je peux vous dire que vous pouvez même aborder avec Edem Kodjo tous les sujets du monde possible. Vous pouvez lui parler sport, vous pouvez lui parler culture, vous pouvez lui parler littérature, politique, tout ça, il est dans tous ces éléments, il s'y retrouve. Sur le plan humain et professionnel, il est très carré, il est assez strict sur les méthodes, assez strict sur les résultats à produire. Mais derrière tout cela, vous découvrez, à votre grande surprise, un homme très gentil. Mais lorsque vous arrivez au travail, là, c'est la rigueur qui prime. Dans sa quête, n'est-ce pas, de la perfection, il lui arrive souvent de s'emporter. Et puis il est très impulsif parce que il veut que les choses soient faites non seulement dans les normes, mais avec la rapidité qu'il faut. Alors là, sur ce plan, il est très tatillon. Quand il était ministre des Affaires étrangères, il a été plusieurs fois envoyé par son président, qui était le président Yadema, porter des messages ou bien rencontrer plusieurs chefs d'État. Alors souvent, il y a les chefs d'État qui l'appréciaient et il le faisait connaître au président Yadema. Alors il disait, mais votre ministre, il est bien, il est brillant. Alors Yadema disait, mais c'est moi qui l'ai formé. Non, mais je ne suis pas dans tous ces secrets. Mais quand même, je dirais que c'est sous l'aspect, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est tout le temps élégant, et quelqu'un qui se présente comme l'élégance même, mais c'est un grand sportif. Il fait beaucoup de sport. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais il a tout le temps, même pendant nos voyages, il avait son vélo, la plupart du temps, quand l'occasion le permettait. Quand c'était, par exemple, on devait aller pour un séjour assez long, comme une semaine, tout ça, il prenait son vélo de sport, ou bien son tapis, il avait un tapis très petit, mais électronique, donc il avait avec lui, qu'on peut mettre rangé facilement dans une valise, et il faisait du sport. C'est le sport qui le maintient. Et il tient beaucoup à sa santé. Alors donc, il ne laisse rien au hasard. Dès qu'il y a un petit copain, bon, c'est les soins. Bon, Kodjo, mais je vais parler peut-être de ce que je connais de lui à l'organisation de l'unité africaine, qui est devenue par après l'Union africaine, comme vous le savez. Donc, Kodjo a rénové l'organisation. Quand nous étions allés, pour la petite histoire, les départements qui existaient étaient squelettiques. Il y avait à peine, dans certains départements, il y en avait 3. Alors que pour une grande organisation comme l'Union africaine et l'OUA à l'époque, il devait avoir plusieurs fonctionnaires. Alors donc il a trouvé ça un peu absurde et contraire à la mission qui était la mission de l'Organisation de l'Unité africaine. Alors donc tout de suite, il a passé à une réforme administrative et au recrutement. Alors donc la réforme administrative nous a donné plusieurs départements pour mieux cerner les problèmes, n'est-ce pas, que l'Afrique avait à affronter. Donc ça passe des problèmes sociaux, politiques et puis économiques. C'est pour la plupart, éducationnels, culturels. Alors donc les départements ont été rééchafaudés, les départements ont été complètement refondus pour créer d'autres départements plus conséquents, plus à même de porter l'espoir de tout un continent. Bon. Alors aussi, pour avoir la coudée franche,
il a demandé, n'est-ce pas, que il y avait un qualificatif au titre du secrétaire général à l'époque. C'était le secrétaire général administratif. Il a dit non, qu'il n'est venu rien administrer ici, que lui, il doit avoir la Cour de France pour travailler. Alors il a demandé aux chefs d'État qui lui ont accordé de changer l'appellation tout simplement en secrétaire général. Donc c'est à partir de lui qu'on parlait de secrétaire général de l'OUA. Et sinon avant, c'était le secrétaire général administratif de l'OUA. Vous voyez, c'est trop restrictif. Donc ça veut dire qu'il est là seulement pour le secrétariat. Mais alors qu'il peut prendre des initiatives pour l'Afrique. Donc c'est à partir de là maintenant qu'il a dit, bon, ben, les problèmes politiques c'est bien, problèmes sociaux, mais la cause de tout cela, c'est parce que économiquement on n'est pas fort. L'Afrique a besoin de développement. Donc il a lancé un colloque en 1979. Il a pris des intellectuels africains choisis sur le volet, intuités personnels, donc qui représentaient eux-mêmes. Donc ils ne sont pas venus dans le cadre d'un gouvernement ni d'une organisation, mais ils ont été pris à titre personnel. Donc pour réfléchir sur l'Afrique. Bon, à l'époque, je parle de 1979. Donc quelle Afrique à l'an 2000? Bon, 2000 était loin et pas si loin, mais quand même à l'époque, vous voyez, en 79, 2000 c'est un peu loin. Donc ils réfléchissaient déjà. C'était de la prospection pour voir quelle Afrique. Alors, c'est les conclusions de ce colloque qui ont été présentées à un sommet. Le colloque a eu lieu à Monrovia en février 1979 et en juillet, il y a eu le sommet de l'organisation à Monrovia également. Et c'est là où les conclusions du colloque ont été présentées aux chefs d'État qui les ont approuvées. Et l'une des propositions, c'est de donner une impulsion, parce que l'idée était déjà là, donner une impulsion à l'intégration économique du continent. De là est née l'idée, n'est-ce pas, un traité, n'est-ce pas, où seraient consignées les clauses de création d'une communauté économique africaine. Entre-temps, donc je parle de 1979, donc il fallait convoquer un sommet extraordinaire pour s'occuper de ces affaires. Donc ça veut dire l'urgence qu'il voyait au développement de l'Afrique. Donc un sommet extraordinaire. Parce qu'il ne faut pas attendre que ce soit un sommet ordinaire, mais il veut donner un cachet spécial à ce problème pour que les chefs d'État pensent, réfléchissent économie. Donc, et développement. En avril 80, nous avons eu l'indépendance du Zimbabwe, où les rênes du pouvoir ont été remis au président Mugabe au stade de Rufaro. Ils appellent ça Rufaro Stadium à Harare. Et pour la petite anecdote, avec la musique du feu Bob Marley, qui est venu animer. Bon, donc de là, nous nous sommes rendus directement à Lagos, par l'avion présidentiel nigérien, donc avec le président Shehu Shagari. Donc nous sommes rendus à Lagos, où devait avoir lieu ce sommet extraordinaire, qui a adopté ce qu'on appelle le plan d'action de Lagos. Et à la fin du plan d'action, vous avez l'acte final de Lagos, qui traçait les étapes à franchir pour parvenir à une communauté économique africaine. Et en 1983, tout juste après son départ, nous avons signé le traité d'Abuja. Donc le traité a été signé à Abuja en juin 1983. Je peux ajouter également que ça c'est le plan économique. Sur le plan des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme et des peuples que nous avons actuellement à Banjul a été pensée et créée par lui. Donc là, et aussi, il a convoqué une réunion d'experts à Banjul, où il a lancé l'idée. Et l'idée a été agréablement, accueillie, je dirais, favorablement accueillie par le président Senghor d'alors, qui a demandé même que les conclusions, même son discours à l'époque, soient reproduits in extenso dans le Soleil. Vous voyez, le Soleil, c'est le quotidien sénégalais. Alors, ce qui fut fait, et c'est de là qu'est partie l'idée. Parce que vous savez que Senghor tenait beaucoup aux droits de l'homme, tout ça, donc l'idée lui a beaucoup plu. Donc, il a lancé aussi, il s'est aventuré, je dirais, sur ce chantier, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Et aujourd'hui, nous avons cette commission qui existe à Banjul.
grâce à son initiative. Vous me parlerez aussi du problème du Sahara occidental. Le problème du Sahara occidental qui était une époque très agitée. L'époque où quand j'ai été à l'OUA, il y avait tous les conflits du monde possible. Nous avions la Somalie, Éthiopie, c'est compris les deux pays. Somalie, Éthiopie, Soudan. Nous avions la Tanzanie, Ouganda. Et tout ça là en même temps. Et le Tchad. Ensuite, le Sahara occidental. Alors tout ça, il fallait le gérer. Et quelquefois, quand il envoyait même ses adjoints rencontrer ses chefs d'État qui le demandaient, parce qu'il ne pouvait pas être à tous les endroits, il n'a pas le don d'ubiquité, à ce que je sache. Alors donc, pour rencontrer les chefs d'État, il a envoyé de temps en temps Peter Onou, qui était son adjoint pour les affaires politiques. Mais souvent, les chefs d'État disaient non, il faut qu'il vienne lui-même. En fait, le Sahara occidental, c'était une incompréhension. Les pays qui s'acharnaient contre le secrétaire général voulaient un bouc émissaire. Parce que c'était une question d'admission d'État. Bon, dans les textes, même en droit international, un secrétaire général ne peut pas admettre l'État. Alors, il disait oui, mais pourquoi le secrétaire général fait ceci, pourquoi il a... Non. Mais voilà ce qui s'est passé. Il y avait deux groupes au niveau de l'Union africaine, des États membres. Donc il y avait les modérés, il y avait les progressistes, ce qu'on appelle les progressistes. Donc les progressistes, eux, ils veulent l'indépendance, la décolonisation, coûte que coûte. Le Sahara occidental a introduit sa demande d'adhésion à l'organisation. Bon, donc elle envoie au secrétaire général. Le secrétaire général ventile cette demande à tous les États membres. Maintenant, le secrétaire général recueille seulement l'adhésion ou bien les avis des États membres. Bon, un État peut dire, bon, ben moi je ne connais pas le Sahara occidental. Et un autre peut dire, moi je le reconnais. Nous on fait seulement la comptabilité. On comptabilise. Et la reconnaissance, c'était la majorité simple. Tout simplement. Donc lorsque la majorité est atteinte, le secrétaire général dit, bon voilà, je viens de recevoir le 26e État membre, par exemple. Alors donc l'affaire a été présentée comme si c'était le secrétaire général qui a fait venir à l'OUA et le Sahara occidental. Il n'avait pas le pouvoir pour le faire d'ailleurs. C'est les États qui individuellement pris ont soit admis le Sahara comme État membre ou bien refusé de l'admettre. Alors l'admission a été effective où? En 1980 au sommet de Freetown. Sommet de Freetown, le président Nyerere a posé la question au secrétaire général, parce qu'il faisait partie du groupe des progressistes. Il a posé la question en pleine séance au secrétaire général de leur faire le point sur la reconnaissance du Sahara occidental. Le secrétaire général a noté la question, mais le président de séance ne lui avait pas donné la parole. Le président Nyerere revient à la charge. Et le président de séance, qui était le président Siaka Stevin, lui donne la parole. Alors le secrétaire général dit, bon voilà, je viens de recevoir une note verbale, il a montré la note verbale, de la Sierra Leone, qui est le dernier État à reconnaître. Ce qui faisait la majorité qu'on voulait. Alors donc, il a seulement déclaré, il n'a même pas dit, l'admettons, l'admettons, parce que ce n'est pas à lui d'admettre. C'est les États maintenant qui vont prendre une décision pour dire, l'admettons. Voilà comment les choses se sont passées. Donc c'est la Sierra Leone qui était le dernier État, n'est-ce pas, a fait basculer vraiment les choses du côté des progressistes. Alors c'est comme ça que le Sahara occidental a été admis à l'Organisation de l'Unité africaine. Mais quand les autres États sont acharnés contre lui, mais il n'est pas resté les bras croisés. C'est là où je vous parlais de son caractère un peu impulsif et battant. Il a écrit un mémorandum à tous les chefs d'État pour leur dire, bon ben moi, en tant que secrétaire général, j'ai pris mes responsabilités. Mais c'est à vous maintenant de prendre les vôtres. Et c'est un mémorandum qui existe, peut-être qu'il devait l'avoir, il doit l'avoir maintenant. Donc c'est là situer les responsabilités, et c'est après avoir situé les responsabilités qu'il avait quitté l'organisation. Bon, c'est comme ça, qu'il n'a pas été... Bon, pour ce qui concerne la réélection, donc le Togo disait qu'il n'avait pas de candidat, donc il n'y avait pas de candidat. Donc c'est comme ça qu'il n'a même pas été élu. Donc il n'y avait que lui, il n'y avait pas d'autres candidats. Bon, qui est une seule personne, ou bien une personnalité
venant d'un État membre était le seul candidat et que le pays dit qu'il n'a pas de candidat, donc on ne pouvait pas procéder à une élection. Oui, c'est comme ça qu'on lui a désigné un intérimaire. C'est dans ces conditions qu'il a quitté l'Organisation d'unité africaine après avoir terminé son premier mandat. Vous êtes en présence de Jean-Lucien Salou de Tové qui a fait ses études à l'école primaire protestante de Lomé et qui a eu le bonheur de faire la connaissance de Edem Kodjo dans les années 49, ce qui fait que nous cheminons depuis plus de 60 ans, puisque nous étions tous à l'école primaire dans la vieille cité où tout le monde se connaissait pratiquement, toutes les grandes concessions. Et nous avions l'habitude de jouer au ballon, certainement avec des amis qui sont encore là, et particulièrement à l'école primaire de Coquetimé, où il y avait la place pour jouer dans le vieux Lomé. Et vous voyez, donc cette amitié remonte à une centaine d'années, plus d'une centaine d'années. Puis on s'est retrouvé au collège Saint-Joseph, où mon aîné d'1 an, Edem, faisait lui la série D, qui est une série où il aurait pu faire une carrière d'ingénieur, tout comme il aurait pu être professeur de latin. Alors que moi je faisais la série B, latin et langue étrangère. Voilà, puis on s'est retrouvés en France, ensemble, parmi nos amis, nos camarades compatriotes togolais au sein des mouvements de jeunesse qui luttaient pour l'indépendance, au niveau du Jeune Togo, au niveau de la FEANF. Et puis après nos études, on s'est retrouvés encore au Togo et nous avons eu la chance de trouver nos épouses dans la même maison. Nous nous sommes mariés dans la même maison. Et c'est vous dire que cette amitié s'est transformée en une famille. Nos enfants se connaissent, se fréquentent, et nous-mêmes, c'était pareil. Et puis la vie politique nous a plu aussi, et on s'est retrouvés là, dans des formations différentes au départ. Et puis après, on s'est retrouvés dans une même formation où il assurait la présidence et moi la vice-présidence. Et conséquemment, quand il a fallu nous mettre au service de notre pays au sein d'un gouvernement, je me suis retrouvé avec lui alors qu'il avait déjà fait partie d'autres gouvernements, enfin. Mais quand nous avons pu aider à débrouiller certaines situations, nous avons eu à travailler ensemble au sein du premier gouvernement de 2005. Et après, on a continué à diviser ensemble sur l'avenir de notre pays. Lui, avec ses statuts de visionnaire qu'il avait particulièrement sur le plan panafricain, ce qui fait d'ailleurs que notre formation commune est la convergence patriotique panafricaine. Je peux vous dire qu'il s'agit là d'un homme qui a la conviction de ce en quoi il croit, ce qu'il veut faire, et qui a l'amitié chevillée au corps, une amitié très fidèle, puisque nous sommes encore là. Et ce n'est pas un grand cercle. À l'époque, nous n'étions pas très nombreux et le cercle ne s'est pas agrandi outre mesure. Nous sommes un groupe d'amis qui se sont connus il y a plus de 60 ans et qui se retrouvent toujours dans les moments heureux, tout comme dans les cas de malheur. Dieu merci, nous n'en avons pas beaucoup, mais ce qui nous conforte, c'est que nous avons toujours privilégié l'amitié sincère et surtout entre gens qui connaissent bien leur pays, qui aiment leur pays et qui ont des options claires sur un certain nombre de problèmes. Il faut dire que notre éducation y a contribué aussi, puisque nous avons toujours reçu notre éducation, la primaire, dans des écoles confessionnelles, lui à la mission catholique, moi à la mission évangélique. Et enfin, on s'est retrouvés au collège Saint-Joseph aussi, où nous avons fait
nos humanités, notre rhétorique et notre philo. Voilà, donc ce qui nous unit. Cette qualité, c'est il aime ce qui est beau. Vous le voyez bien, c'est un esthète en matière d'art, et puis la peinture, la musique et tout, et puis vous le voyez, il a toujours contribué, d'abord sur le plan sportif, il a fait partie du CNOT, il a joué au football, c'était un bon joueur de football, je me rappelle encore ce fameux match que nous avons eu avec les ambassadeurs, le gouvernement togolais et les ambassadeurs, le corps diplomatique, lui et moi du côté du gouvernement, des membres du gouvernement, nous étions tous deux secrétaires généraux à l'époque et nous avons renforcé l'équipe des ministres et en face nous avions l'équipe des ambassadeurs avec... Était l'arbitre, oui, il était l'arbitre. Oui, et je me rappelle encore ce moment-là. Et puis d'autres périodes où nous avons eu à apprécier le Togo dans des angles, disons, traditionnels, c'est-à-dire que il ne faut pas oublier que nous sommes issus du milieu paysan. Son père, bien sûr, et mon père aussi ont travaillé à Lomé, mais ils sont bien originaires de Michintore et de Mouepé. Et nous avons des attaches sur le plan traditionnel, ce qui fait que nous sommes à l'aise, nous sommes particulièrement à l'aise, particulièrement avec ceux qui cherchent la vérité, recherchent la vérité et ceux qui sont fidèles en amitié. Vous savez, dans la vie d'un homme, pour tout un chacun, il y a des ombres. Les ombres, les lumières, les lumières chassent les ombres. Vous le savez bien. Ce qui fait que, bon, M. Kodjo est un monsieur, avoir sa stature physique même, un homme fier. Et vous savez, quand vous êtes grand, on vous admire, on vous jalouse aussi. Celui qui ne vous connaît pas, tout de suite pense que vous le toisez, que vous le snobez, etc. Il n'en est absolument rien. Dans un milieu privé, c'est un bout en train, un homme admirable avec qui il fait bon vivre, etc. Et puis M. Kodjo a une mémoire phénoménale. Je me rappelle que quand nous avions 15-16 ans, 17 ans, eh bien, on a fait du théâtre, il jouait le rôle de Rodrigue dans le site de Corneille. Imaginez-vous qu'en un rien de temps, son rôle, il avait par cœur. Et nous avons fait des représentations ici au Togo, au Bénin. Il est capable de vous donner des tirades de telle œuvre, de la Pléiade, etc. Comme je vous l'ai dit au départ, il était capable de faire un ingénieur comme il pouvait être un professeur de langue. Des défauts, je vous dis, enfin pour moi, la lumière chasse l'ombre. Je n'en trouve pas qui puisse le caractériser. Peut-être qu'il s'est fait avoir parfois à l'amitié d'autres qui l'ont trahi. Peut-être un peu naïf, comme moi-même d'ailleurs. Mais vous savez, M. Kodjo est très chrétien, vous le savez bien. Même là encore aujourd'hui, il enseigne à l'Institut Saint-Paul, à des doctorants en théologie, etc. Et il s'est très attaché à la religion. Et Eden m'a sauvé. Il m'a sauvé, il parle de son sauveur. Et je pense que c'est tout à fait normal. Enlever, ça veut dire, il m'a sauvé. Quand vous le voyez, vous avez l'impression qu'il vous toise, puisque vous êtes tout petit peut-être, ou bien vous ne pas du tout. Les grands détails, enfin relativement. Mais je vous dis, vous vous retrouvez avec lui, je dis, autour d'une bonne table, une bonne bouteille, on sait vivre aussi. Il ne fait pas de discrimination, il ne méprise pas l'autre, il est à l'écoute de l'autre. Et je puis dire aussi qu'il est très généreux et de cœur, et quand il peut le faire, joindre le geste à la parole,
il le fait. Voilà, nous allons continuer. Est-ce qu'il y a une histoire particulière de votre parcours universitaire à Rennes ou plus généralement en France qui vous a positivement ou négativement marqué, que vous voudrez bien partager avec nous et nos téléspectateurs, son Excellence? Je pense que vous allez parler de l'école secondaire, alors je vais m'apprêter à vous parler. Non, allez-y, c'est comme vous voulez. Du CID. Oui, allez-y, hein, tout ce qui peut Je vous parlerai de l'université après. D'accord. En seconde, nous avons au Collège Saint-Joseph joué en 1955, le CID de Corneille, je veux dire. Et j'incarnais le rôle de Rodrigue, je jouais le rôle de Rodrigue. Oui. Et donc il fallait connaître par cœur le scénario, la pièce de Corneille. Mais j'avoue qu'on y est bien parvenu. C'était un événement dans la cité, puisque le jour de la première, nous avions Monseigneur l'archevêque de Lomé, nous avions le gouverneur qui se sont présentés pour voir jouer ces jeunes gens du Collège Saint-Joseph. C'était un événement éblouissant. On connaissait bien les choses, mais on jouait aussi, semble-t-il, assez bien. Parce que connaître et être acteur, c'est deux choses différentes. On n'avait pas besoin de souffleur. Le souffleur s'agitait derrière les rideaux, mais on n'avait pas besoin parce qu'on connaissait bien notre... J'ai appris aussi que vous êtes tellement stoïque. Oui, je l'ai appris. Non, je sais encaisser les coups, sinon je ne serais même plus devant vous, en train de parler ici. Quand je vois tout ce que j'ai pu entendre dans ce pays, il faut avoir une bonne dose de stoïcisme aussi. À votre époque, on parlait du train de 10 heures. Et qu'est-ce que c'est et comment l'avez-vous vécu? C'est quelque chose qui était un peu abominable dans la mesure où c'est le premier jour de l'examen du CEPD. Vous dites maintenant CEPD, nous on disait CEP. Le premier jour, on commençait par la dictée, bien évidemment. Et une fois la dictée faite, on attendait les résultats de la dictée avant de continuer l'épreuve. L'enseignement d'ailleurs attachait une importance que je peux trouver aujourd'hui un peu excessive à l'orthographe. Il ne fallait pas faire plus de 5 fautes à la dictée. À 5 fautes, non seulement vous aviez 0, mais vous étiez exclu de la suite. Alors l'exclusion de la suite se faisait aussi pompeusement. C'est-à-dire que les organisateurs arrivaient en grande pompe, puis on prenait la liste de ceux qui étaient éliminés, et puis on appelait les noms, et les gens étaient obligés de se retirer sur la pointe des pieds. Alors le public qui est sévère et méchant, ça trouve toujours tout le soir d'examen mon observateur pour voir quels sont les mauvais élèves, ceux qui n'ont pas pu résister au train de 10 heures. On dit 10 heures parce que c'est à peu près à cette heure-là que l'on donnait les résultats de l'orthographe. Alors bon, ça correspondait à une période, je dirais à la mentalité de cette période, la période coloniale, où les administrateurs de la colonie voulaient avoir des Togolais qui sachent lire et écrire, qui puissent le seconder dans l'administration. Nous avions des fonctions qui étaient des fonctions de petits cadres dans l'administration, ou même dans le secteur privé. Alors la condition sine qua non, c'était d'abord de pouvoir écrire français convenablement, sans faute. Et c'est pour ça qu'on n'admettait pas de donner un certificat d'études à des gens qui faisaient plus de 5 fautes dans une dictée à la fin de l'année. Il fallait pas faire 5 fautes. J'avoue que nos maîtres dans la mission catholique à la cathédrale étaient tellement bons qu'ils nous faisaient faire en une année l'ensemble des épreuves qui ont été faites aux différentes sessions de certificats d'études depuis que le certificat d'études existe au Togo. On avait des dictées de 39, c'était quelque chose d'incroyable. On faisait toutes les épreuves
il voulait s'assurer qu'aucun piège ne pouvait nous surprendre. Donc finalement, on était vraiment largement au-dessus du niveau du certificat d'études. C'est pour ça que les deux concours absolus ont également été reçus. C'est vrai, la formation était très haute. Oui, c'est vrai, il y avait un peu de sévérité, mais vous ne voyez pas ça aujourd'hui nécessaire, vu aujourd'hui l'orthographe, la maîtrise de la langue par nous les jeunes. Vous ne souhaitez pas qu'on ramène un peu ce système-là aujourd'hui pour rehausser un peu le niveau. Peut-être pas le train de 10 heures, mais la sévérité, sans doute, oui. Je suis partisan d'une sévérité plus affirmée. Les maîtres devraient avoir la possibilité d'exercer davantage de sévérité. Aujourd'hui, on est prêt à contester les maîtres pour un lieu, pour un nom. De notre temps, c'est nos pères qui nous ramenaient à nos maîtres pour nous faire fesser. Lorsque nous n'étions pas assidus, on n'a même pas le courage de ne pas être assidus, même si vous faites seulement quelques erreurs, ils sont les premiers à réclamer qu'on vous fasse. Et on nous fessait. Sans aucune espèce de difficulté. Et il y a des maîtres qui étaient plus durs que d'autres, on redoutait d'entrer dans ces classes-là, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même admettre que le maître doit avoir un peu d'autorité sur les élèves. Et sans la discipline, sans la rigueur et sans la sévérité, vous savez, les jeunes gens sont comme des plans commentaires. Si vous ne les suivez pas, ils vont pousser de travers, ils ne seront pas droits. Et si vous les entourez, ils seront droits. Et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais critiqué mes anciens maîtres pour excès de sévérité. Il y en avait dont la sévérité était limite, franchement. Mais je ne les ai jamais critiqués pour ça. Bien au contraire, j'aime bien gâter mes anciens maîtres quand je les rencontre. Mais sans ça, vous n'arrivez pas. Mais aujourd'hui, quand même, ce n'est pas la dictée seule qui doit déterminer l'avenir de quelqu'un. Parce que figurez-vous qu'avec ce système, il y a des gens qui sont peut-être passés à côté d'une chance. Il y a des gens qui peuvent faire 5 fautes à l'orthographe, mais avoir 20 sur 20 en calcul. Si. Si vous dites de ça, quand le type a 20 sur 20 en calcul, et que vous dites qu'il n'a plus le droit de poursuivre les épreuves. C'est donc pas bien non plus. C'est un équilibre qu'il faut. Donc, ne plus éliminer l'orthographe me paraît une bonne chose. Et ensuite, le reste, il faut faire des efforts. Il faut que les gens lisent. Les gens ne lisent plus, les enfants ne lisent plus. Il faut qu'ils lisent. Il faut qu'ils se cultivent. On n'est jamais bon à l'orthographe que si on lit. Parce que vous pouvez rencontrer les mots, les tournures que si vous lisez. C'est ça. Est-ce à dire que son excellence est contre l'exclusion du bâton pour les études? Non, je ne sais pas du tout, vous n'avez pas bien compris, je ne suis pas du tout pour l'exclusion du bâton. J'exclus que le bâton est nécessaire. Ça fait vieux jeu lorsqu'on parle comme ça aujourd'hui dans la société contemporaine. Quand on dit qu'on n'est pas contre le bâton, les gens vous trouvent jouer en disant mais comment, c'est abominable, il ne faut pas toucher aux enfants. Dans certains pays occidentaux, il y a même des associations qui sont formées pour qu'on ne touche pas à un enfant. Sinon, vous avez tout de suite des problèmes. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le bâton, de temps en temps, redresse quand même un peu la situation. Je préfère être jeu, mais je suis un peu pour le bâton, pas trop. Un peu comme histoire de redresser un peu, de gérer la situation. Bien sûr. On vous connaît également des qualités de grand diplomate et de facilitateur, un fin négociateur, faiseur de paix sur le continent. Récemment, vous étiez encore au Madagascar, au Burundi, au Burkina Faso et j'en pense. Dites-nous, quels sont vos secrets en fait dans la diplomatie, dans la négociation? C'est une question difficile, ça. Est-ce qu'on a véritablement un secret? Disons qu'il y a quand même une expérience. J'ai été ministre des Affaires étrangères ici dans notre pays, sous un chef d'État qui était extrêmement mordu pour la diplomatie internationale, les grandes réunions,
tout ça. Et donc nous avons été, comme ministre des Affaires étrangères, extrêmement actifs. Et aussi mon passage à l'OUA, où on ne fait que de la diplomatie. Ça nous prédispose à voir un certain nombre de facteurs qui peuvent jouer dans un conflit ou dans un autre. Mais du secret personnel, j'en ai pas. Je dirais peut-être que j'aime bien prendre un contact direct avec les interlocuteurs. Mais lorsqu'on nous dit au départ d'une mission, attention, celui-là, c'est quelqu'un de pas très fréquentable, c'est un dictateur, il est ceci, il est cela. J'aime quand même avoir un contact direct avec la personne et parler d'homme à homme. Et je me suis rendu compte que cette façon de faire peut comporter des risques, mais n'est pas dépourvue de bon sens. Et très souvent établir une sorte de feeling entre son interlocuteur, ça sert toujours plus tard dans les négociations. Il faut faire attention, c'est un chemin glissant, il faut faire attention de ne pas tomber dans la compromission. Mais en même temps, il ne faut pas non plus être sectaire. Non. Le reste est une affaire de cas par cas, de feeling personnel et de contact qu'on peut établir avec les différents protagonistes d'une crise. Il n'y a pas de secret absolu. Voilà. Et s'il y a, il n'y en aurait pas non plus. Peut-être vous parlez aussi plusieurs langues internationales, ça facilite. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de parler plusieurs langues. Mais combien de langues vous parlez? Moi, je n'en parle pas beaucoup. Je parle le français, que je parle l'anglais, et je parle l'anglais. La langue maternelle, bien évidemment. Et je me défends en allemand parce que j'ai fait de l'allemand au Collège Saint-Joseph. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, quand on parle l'anglais, avec ça, on peut régler pas mal de problèmes. Voilà. Oui, l'anglais, lui, est absolument indispensable, par contre. L'anglais, par la force des choses, on est arrivé là, il est absolument indispensable. On ne peut pas s'aventurer dans le domaine de la diplomatie sans quand même la maîtrise de l'anglais. Les autres langues, allemand, espagnol, tout ça c'est très utile, mais tout le monde parle un anglais que les Anglais eux-mêmes ne reconnaissent pas tellement, ne le connaissent plus, mais qui est la langue internationale. Définitive. On appelle même langue commerciale aujourd'hui. On voit Christine Lagarde qui parle une française, qui parle anglais. C'est une manie des grands fonctionnaires français. C'est pas que Christine Lagarde. J'ai connu les plus hauts fonctionnaires français ayant des postes internationaux. Ils ne parlent jamais leur langue. Ils parlent tous toujours l'anglais. Personnellement, je trouve ça horrible. Pourquoi non, je crois que quand même, on doit pouvoir quand même, lorsque on est francophone, on doit pouvoir parler français et parler anglais si nécessaire. Si nécessaire. Je trouve unilatéral cette façon de procéder qui consiste à fermer les yeux sur sa propre langue pour montrer qu'on connaît bien la langue d'autrui. Peut-être c'est ça aussi le secret des négociations. Oui, au cours des négociations, on est obligé de parler anglais. Mais il y a des tas de situations où il y en a que les gens n'osent même plus interviewer en français. Les journalistes français vont les interviewer en anglais parce que ils pensent qu'ils ne vont pas pouvoir leur répondre en français. C'est lamentable. Moi, je suis tout à fait contre cette façon de faire. Je l'ai suffisamment dénoncé, y compris dans mes écrits. Et tout le monde sait ce que je pense là-dessus. Voilà. Vous voudrez bien partager un peu l'expérience de votre passage au secrétariat de l'OUA et quelques dossiers saillants que vous avez eu à traiter? Oui, il y a eu beaucoup de dossiers importants qui ont été traités dans cette période de 78 à 83 où je suis
rester à l'Union africaine. Moi, je dirais tout d'abord, un dossier dont je suis particulièrement fier, c'est d'avoir réussi à doter le continent africain d'une charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça n'a pas été de tout repos parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'était que l'ambiance dans les années 80. Voilà. 70, fin 70, début des années 80. C'était pas si facile que ça d'aller convaincre les gens à ce moment-là que l'Afrique avait besoin d'une charte pour la protection des individus. Ça a été des débats lourds, des débats difficiles, mais on a quand même pu s'en sortir. À 3 h du matin en 1981 à Nairobi, la charte a été adoptée. La charte a été adoptée, les journalistes ont commencé, occidentaux, ont commencé par me dire oui, vous avez fait une charte, mais vous voyez, il n'y a pas de cour, il n'y a pas de tribunal dans les dispositifs du texte du traité pour que les gens soient sanctionnés. On va voir. On a tellement vu qu'aujourd'hui, nous avons progressivement mis en place tout, y compris une cour. Et ça, pour la protection des individus, j'ai trouvé ça remarquable moi-même. Parce que à l'époque, franchement parlant, il n'y avait pas beaucoup de respect pour les droits des individus. Les droits de l'État écrasaient tout sur leur passage, je dois dire. Le droit des États était prépondérant, primordial, et on considérait les individus comme des fétus de paille qui doivent, en tout état de cause, être au service de l'État. Point final. Bon, ça a été, au début d'une grande révolution qui a amené plus tard la démocratisation de nos sociétés. Deuxièmement, le plan d'action du Lagos, dont on parle tant, mais on en a beaucoup parlé, on l'a peu appliqué. C'est peut-être ce qui a été le moins appliqué. Heureusement qu'il sous-tend toujours tout ce qui se fait depuis 1980, où ce texte a été adopté, jusqu'à ce jour, il sous-tend toujours tout ce que l'Union africaine aujourd'hui peut faire en matière de plan de développement pour le continent. Parce que ce plan a opéré une sorte de révolution keynésienne, à savoir retourner complètement les choses. Jusque-là, on regardait le développement comme une affaire d'extraversion, d'extravertir. On doit se tourner vers l'extérieur, vendre à l'extérieur, encaisser de l'argent et ensuite promouvoir le développement. Et j'ai dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut d'abord faire ça sur soi-même. Et rien que le fait d'avoir adopté ce principe était déjà une sorte de petite révolution. Mais la charte, le plan lui-même n'a pas été appliqué du tout par les États. Nous avons été contrebattus un peu par la Banque mondiale un an après l'adoption du plan d'action de Lagos, on nous a mis entre les pattes un autre plan qui a été concocté par la Banque mondiale sur le rapport d'un professeur américain nommé Berg. Bon. Mais, je vous l'ai dit, il n'y a rien à regretter. Ce plan a toujours sous-tendu et continue de sous-tendre l'évolution de la pensée et de l'action économique sur notre continent. Et c'est une bonne chose. J'ai eu aussi l'affaire du Sahara occidental dont il faut qu'on parle, qui, lui, n'est pas, je ne dirais pas, ne se situe pas dans le secteur des normatifs pour laisser quelque chose, mais dans le secteur diplomatique, avec des orages absolument incroyables. L'admission de la République arabe sahraoui démocratique en février 1982 à Addis Abeba a été une espèce de tollé dans le landerneau politique africain, un tollé, à mon avis, injustifié, puisqu'on disposait
des reconnaissances des États. Ces reconnaissances dépassaient largement le chiffre requis et que les gens avaient le droit d'être assis là. Tout le temps qu'on a laissé à la diplomatie africaine pour que les gens puissent essayer de trouver une solution, c'était du temps perdu dans mon point de vue, parce que rien ne se faisait, au contraire, on traînait toujours vers l'arrière. C'est ça. Et j'ai eu un jour, lorsque j'ai vu clair dans les textes que nous avions nous-mêmes à notre disposition, décidé de prendre le taureau par les cornes et de dire il faut qu'on applique les textes. C'est ça. Et finalement, qui a eu raison? Finalement, j'ai eu raison. Puisque après avoir poussé tous ces cris d'orfraie, et finalement, les gens étaient obligés d'admettre la République arabe sahraoui démocratique dans l'organisation. Et tout le Maroc est sorti de l'organisation pour ça, ce qui, à mon avis, est une erreur. Aujourd'hui, il déploie des efforts très louables sur le plan économique pour de nouveau s'investir en Afrique, et je les encourage à le faire, et je les encourage vraiment à reprendre leur place à l'organisation pour continuer le débat sur une affaire, parce qu'après tout, les Sahraouis étaient comme nous tous, les pays colonisés. Ils ont droit aussi à exercer leur droit à l'autodétermination. On va revenir un peu sur le dossier Les Champions. Selon vous, que doit-on faire aujourd'hui pour améliorer la performance des étudiants et élèves et cultiver l'excellence dans leur vie? Moi, je conseille à mon jeune frère, à mon fils même, de tout simplement lire et de travailler. Bon, les gens passent leur temps devant la télévision, à regarder des choses, des jeux, etc., etc. Il y a des livres, des romans qui sont aussi amusants de ce que l'on regarde à la télévision. Il faut lire, il faut avoir les yeux dans les livres. Un de mes tout jeunes amis m'a dit l'autre jour, en me voyant avec un gros livre de 600 pages, je me disais, mais tonton, moi je ne veux pas lire ça, sauf si c'est sur ordinateur. Je dis, ah bon, il faut savoir aimer les livres. C'est ça. Il faut lire. Si vous ne lisez pas, vous ne cultivez pas, mais personne dans la science acquise. La science, elle s'acquiert. On ne vous la donne pas gratis. Voilà. Elle s'acquiert. Donc il faut lire, il faut avoir l'esprit éveillé, il faut chercher à comprendre pourquoi telle chose est écrite comme ça, et telle autre est écrite comme ceci. Mais il faut, à mon avis, ce n'est pas tellement à l'État de mettre en place un dispositif pour pousser les gens à l'excellence. L'État, lui, peut créer des centres d'excellence. L'État, lui, peut faire une politique de discernement, de recherche des meilleurs éléments pour des centres d'excellence. L'État peut le faire, ça se fait dans de nombreux pays. Mais l'État ne peut pas donner le goût de l'excellence et le goût du travail, le goût de l'effort. L'État ne peut pas le faire. C'est les parents à la maison peut-être. C'est les enfants eux-mêmes. Lorsqu'ils veulent, ils sentent qu'ils sont bons et qu'ils se disent qu'il faut que je sois encore mieux, ils peuvent aller de l'avant. D'accord. C'est ce que je crois. Je ne pense pas du tout à quelque chose de supra qui descendrait et qui permettrait aux gens d'être excellents. Mais à une volonté intrinsèque de toujours mieux faire. Enfin, un peu c'est ce que nous avons fait. D'accord. Et si vous êtes donné aujourd'hui d'être ministre de l'Éducation, quelle serait la grande réforme ou la décision principale que vous auriez dû prendre? Mais je vous ai déjà dit un certain nombre de choses sur l'enseignement. Je vous ai déjà dit que je voudrais qu'on arrive à un système d'enseignement où, aussi bien psychologiquement que matériellement, les gens, les élèves, à la sortie de leur formation, puissent se dire je m'en vais faire quelque chose. Et non pas j'attends qu'on me recrute quelque part. C'est ça.
Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des gens excellents. L'école doit donner une chance essentielle à tout le monde, qui est celle de former tout le monde à pouvoir un jour se dire « je m'en vais faire quelque chose ». Mais en même temps, pendant qu'on est en train de cheminer, l'école doit discerner ceux qui sont les meilleurs, vraiment les gens qui sont excellents et qui voudraient ne pas faire quelque chose par eux-mêmes tout de suite, mais poursuivre leur carrière de chercheur peut-être et de recherche et devenir des sommités intellectuelles. Ce qu'on propose ne doit pas avoir comme résultat la confusion de tout le monde dans une fin prosaïque qui dirait bon, moi je sais maintenant, je peux élever quelques bétails et avoir de quoi vivre, je peux faire un peu d'ordi et créer un petit centre. Tout ça c'est excellent, mais même que tout ça se fait, il faut que ceux qui ont des dispositions spéciales puissent également s'épanouir pour aller le plus loin possible. Voilà. Donc en fait, le problème de l'adéquation demeure le problème essentiel et je n'inventerai rien d'autre si j'étais nommé ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui et si je l'accepte. D'accord. Dites-moi, est-ce qu'il y a des noms de ministres, enseignants, inspecteurs et autres acteurs de l'éducation qui vous ont marqué exceptionnellement et dont vous avez toujours les noms à l'esprit? Les maîtres de l'école primaire d'abord, eux, ce sont vraiment des gens exceptionnels. Ça paraît qu'aujourd'hui, qu'on a un tel amour pour les gens qui étaient en général des gens qui n'avaient pas grand-chose, voilà, qui travaillaient vraiment pour la Gora. Il y en a parmi eux qui sont des gens tout à fait remarquables. Je donnerais peut-être 2 ou 3 noms de l'école primaire, les maîtres qui m'ont définitivement marqué. Le maître Alex Dosset, qui est le frère aîné de Casimir Dosset, l'archevêque. Il était enseignant jusqu'à cette période-là. Après, il est parti en Europe pour faire de la musique. Et c'est lui qui est devenu le compositeur de l'hymne national. Et comme maître, c'est quelqu'un qui était éblouissant, d'une sévérité à la limite de l'extrême, mais extraordinairement efficace. Maître Abobli. Abobli, c'est le père de l'actuel vicaire général de la cathédrale, qui vraiment, lui était en plus d'une extrême bonté. Et maître David, qui est le père du docteur David, dont l'épouse a le cabinet de biologie médicale que tout le monde connaît, et qui était un excellent enseignant. Ces maîtres nous ont façonnés et nous ont laissé un souvenir inoubliable. À l'école secondaire, moi je mentionnerais deux maîtres. François Gerbeau, qui est un mathématicien hors pair, quelqu'un qui était en Polytechnique avec celui qui a rédigé le manuel de mathématiques que nous avions au travail. Il était donc, il nous disait, vous savez, je suis le collègue de Le Bossé. Monsieur François Gerbeau était quelqu'un de tout à fait remarquable aussi par ses dispositions, l'amour du travail bien fait, inculquer l'amour des mathématiques aux enfants. Parce que les mathématiques, le piège des mathématiques, c'est le mauvais enseignant, en réalité. Ah bon? Ah oui, le piège des mathématiques, c'est le mauvais enseignant. Et il n'y a pas d'élève en soi réfractaire aux mathématiques. Ça n'existe pas. Tout le monde a les dons suffisants pour comprendre les mathématiques. Ça dépend de la façon dont on enseigne au départ. Et si vous tombez sur quelqu'un qui l'enseigne au départ comme il faut, comme lui est totalement idiot, vous comprendrez la mathématique. Ça, c'est vrai. Je vous parle plus en connaissance de cause, parce qu'avant de connaître Gerbeau, François Gerbeau, je n'étais pas du tout bon en mathématiques. Mais quand je l'ai connu,
et que j'ai été son élève en troisième, en seconde et en première, eh bien, j'ai changé complètement d'avis sur cette matière et j'ai appris quelque chose. Donc c'est beaucoup les enseignants en mathématiques. Ça, je suis presque formel là-dessus. Il n'y a pas de mauvais élèves en mathématiques, il n'y a que de mauvais maîtres. D'accord, merci Excellence. Nous tendons presque à la fin de cette émission. Si vous avez des conseils à donner aux participants à cette compétition-là et à l'endroit des organisateurs et en même temps votre mot de fin. Les organisateurs, je ne peux que les féliciter, c'est une bonne idée. Je crois que j'ai eu l'occasion de le dire aux promoteurs de cette idée déjà plusieurs fois. Je crois qu'on l'aide à arriver jusqu'au bout de son idée. C'est pas évident parce que ceux qui peuvent aider n'ont pas l'air d'être toujours très disponibles et d'accepter ce qui me paraît, moi, quelque chose de bien. C'est pour ça que je me suis engagé derrière. Oui. Aux jeunes élèves, leur dire que ce concours n'a de sens que parce que il pose le problème de la lecture, de l'effort à faire pour savoir écrire. Savoir écrire est très important. À tous les niveaux de la vie, on s'en rend compte. Oui. On ne devient pas écrivain comme ça. On devient écrivain parce qu'on a eu très tôt l'amour d'écrire bien quelques phrases. Donc, je les exhorte à vraiment changer de cap. Être sur l'ordi, ok. Je ne suis pas contre parce que je ne veux pas ramer à contre-courant. Participer à des jeux sur l'ordinateur, ok. Mais il faut réserver du temps pour la lecture. La lecture. S'ils veulent faire la lecture de livres sérieux sur l'ordi, j'ai rien contre. Mais ne pas lire, c'est un gros travers. Et ça les exhorte à vraiment lire tous les jours quelque chose. Lire tous les jours. Vous savez, il arrive des fois où je lis 2 ou 3 romans de fond, 2 ou 3 ouvrages de fond. Pourquoi? Parce que ça me délasse. Je vais plus vite. Vous lisez un livre, il se peut que vous tombez sur un passage qui vous retient un peu. Ben, vous partez sur un autre, vous le lisez, vous revenez à celui que vous avez laissé, ainsi de suite, et vous arrivez beaucoup plus vite en fin de compte. Puisque nous sommes submergés par les livres, vous ne pouvez jamais lire tous les livres. C'est évident. On est submergé, alors on lit quelques-uns des livres qu'on reçoit. Je reçois énormément de livres parce que je suis membre du jury du Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Et donc, tous les ans, les livres s'entassent. Je lis ce que je peux. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Voici le résumé de la compétition, même les champions en question. Merci à vous, Monsieur Excellence, Monsieur Edem Kodjo, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être derrière la compétition des champions et nous vous souhaitons bon retour chez vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés les nôtres. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous sur la même chaîne pour le prochain numéro. Au revoir.